Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique et l'analyse d'un des films les plus attendus de ce début d'année. Je parle bien sûr du nouveau Marvel, Black Panther. Première chose à signaler avant de commencer de rentrer dans l'analyse et dans le vif du sujet, c'est de noter que le film Black Panther c'est un énorme buzz aux États-Unis et en Europe. C'est en effet le dernier film avant que Thanos débarque sur Terre et que le grand combat ait lieu. On attendait pas mal de réponses, pas mal de petites choses qui pouvaient lier un peu le Marvel Comics Universe et on verra dans l'analyse du film si oui ou non on a la réponse à ces questions. Mais il y a aussi une deuxième raison qui fait du film Black Panther un film important et un film qui fait du buzz, c'est que c'est peut-être un des premiers blockbusters 100% afro-américains, 100% noirs, et en ça crée soit la polémique, soit une vague d'applaudissements de la part de la communauté afro-américaine. Certains ont même fait un jeu de mots à partir de ça, puisqu'ils ont appelé ce film un blackbuster, pour bien signifier, et on le voit bien sur l'affiche, que c'est un casting à très grande majorité noire, et que c'est une bonne chose dans le Hollywood d'aujourd'hui que la communauté afro-américaine ou africaine soit mise en avant. C'est d'autant plus important dans un contexte américain qui est, on le sait, très compliqué, et d'un homme au pouvoir, Donald Trump, qui tente de bafouer tout ça, et bien sûr de la grande cause du Black Lives Matter, qui aujourd'hui occupe beaucoup les esprits aux États-Unis. D'ailleurs, le personnage de Black Panther lui-même était né dans une époque de tumulte incroyable, puisque c'était en plein milieu des Civil Rights en 1967, et qu'il a été créé, le super-héros appelé Black Panther a été créé avant même que le groupe armé qui défendait la cause noire ou la cause des Afro-Américains, Black Panther, soit créé. Il est né en 1977, donc je l'ai dit, de la part de Stan Lee et Kirby, et donc c'est vraiment un héros d'avant-garde et qui aussi avait un message à porter. Et puis ça faisait 20 ans qu'un super-héros de couleur noire n'avait pas tenu le haut de l'affiche. On pourrait faire un parallèle avec le film Blade et Wesley Snipes, on est clairement là-dedans, et ça faisait 20 ans qu'on n'avait eu aucun film de ce genre, et Black Panther c'est un peu un renouveau à Hollywood. Certains me diront, oui, on a eu Hancock où Will Smith jouait justement un super-héros et tenait la tête d'affiche d'un film. Le problème c'est que pour moi, Hancock c'est pas vraiment un film de super-héros, c'est justement un film qui se moque des codes du super-héros, et donc on avait un Will Smith alcoolique qui faisait des gaffes, etc., et qui utilisait ses pouvoirs à mauvais escient. Donc pour moi, c'était pas de manière sérieuse et de manière à porter un message pour la communauté afro-américaine. Et pour finir avec tout ça, la conséquence, c'est que justement, il y a eu une énorme vague de trolls sur Internet et de gens mal intentionnés, c'est le cas de le dire, qui ont essayé de descendre le film, ou en tout cas de tronquer sa campagne de publicité et de communication pour vanter les mérites du film. Toute une section, une frange de l'Amérique purement raciste, s'est amusé à mettre des commentaires atroces, à changer sur Wikipédia et sur Google le nom du film. Vous verrez, je crois qu'il y a eu des captures d'écran de ça, mais on voit l'affiche du film et en bas il y a marqué la planète des singes. Voilà des jeux de mots de ce genre-là. Et ce qui a contribué d'un côté dans les communautés franchement racistes à essayer de dénoncer ce film, mais ça a aussi joué en la faveur du film puisque ça a créé un vrai buzz et tout le monde s'est dit ok, si ce film est si dérangeant, peut-être qu'il faudrait aller le voir pour comprendre pourquoi. Alors pour ce qui est du pitch, c'est assez simple puisque c'est la suite directe du Captain America Civil War où on voyait un attentat qui a provoqué la mort de T'Chaka qui était le roi du Wakanda. On suit ici dès le début du film T'Challa qui est le fils héritier et qui va donc récupérer le trône de ce pays caché au cœur de l'Afrique qui fait croire à une misère relative alors qu'en fait il possède avec le vibranium une des matières les plus riches et les plus importantes de cet univers et qui donc est bien plus en avance que tous les pays développés de la planète. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on va instaurer un truc parce que ce sera plus simple. Si au cours de cette vidéo, je vais me lancer dans des grandes phrases où je risque de spoiler, il y aura un petit logo ou un petit avertissement pour vous dire de soit mettre en pause, soit en mute, soit tout simplement de vous casser. Comme d'habitude, vous commencez à être habitués maintenant. On aime en tout cas faire un petit focus sur le réalisateur parce que c'est quelque chose qui est important dans l'analyse d'un film, c'est savoir à qui on a confié ce film et pourquoi. La réalisation de Black Panther a donc été confiée à Ryan Coogler. C'est peut-être pas un nom qui clinque comme ça, peut-être que ça vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui a un CV qui est vraiment prestigieux. Il a pas fait beaucoup de films, mais il a fait que des films de qualité. Et il y a une chose qu'il faut signaler, c'est peut-être pas la chose la plus importante, décisive de ce truc, mais pour moi c'est important de le dire. C'est un réalisateur afro-américain. Comme quoi, il suffit pas d'avoir des acteurs noirs qui sont en train de jouer, il faut aussi confier le film à un afro-américain pour pouvoir passer ce message et que ça ait une vraie valeur à Hollywood. Donc pour info, Ryan Coogler, c'est le réalisateur d'un film dont je voulais absolument vous parler, en plus ça tombe bien. C'est Fruitvale Station, c'est un film qui date de début des années 2010, je sais plus exactement, mais qui avait tout remporté à l'époque, avec Michael B. Jordan. C'était un film indé qui a tout raflé, comme je l'ai dit, il a raflé Sundance notamment, une histoire d'une journée à Auckland, et qui était vraiment le symbole de ce qu'on a dit tout à l'heure, le Black Lives Matter. C'était un des premiers cinéastes à mettre ça en avant et à essayer de
tirer sur la sonnette d'alarme pour dire il y a un vrai problème avec notre communauté afro-américaine dans la société. Je vous invite en tout cas vraiment à le voir, c'est un chef-d'œuvre et un film indépendant comme il y en a peu et on en voit peu souvent, et Michael B. Jordan, comme souvent, est phénoménal. D'ailleurs, Michael B. Jordan, il est dans tous les films de Ryan Coogler. Ryan Coogler, bon, il a fait que 3 films, mais il est aussi dans son deuxième film, et ça vous le connaissez sûrement, c'est le film Creed. Ce film a vraiment cartonné parce que Ryan Coogler s'était emparé d'un truc mythique où il y avait des codes à respecter, mais il en avait fait autre chose, il en avait fait un truc vraiment quali, vraiment prestigieux, et ça avait été un carton, et ça montre un peu la patte de Ryan Coogler. C'est exactement ce qu'il a fait avec Black Panther, c'est il s'est emparé du Marvel Comic Universe, il a respecté les codes, mais il en a fait autre chose, à mon avis, de plus ambitieux. Ça me permet de dire en tout cas que Marvel a cette intelligence de choisir ses réals. On l'avait dit pour le dernier Thor, même s'il y a eu beaucoup de débats autour de ce film, il l'avait confié à quelqu'un de peu connu, et au final il avait apporté sa patte, un truc un peu osé, un truc un peu différent. C'est exactement ce qui se passe avec Black Panther. Ryan Coogler s'est emparé du film et c'est pour le meilleur. Au passage, pour ceux qui ne connaîtraient pas Oakland, c'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. C'est aussi une des villes qui a été le plus touchée par ce côté abandon, ghettoisation des communautés afro-américaines, et c'est une ville qui a une des priorités dans la reconstruction de la société américaine. Du point de vue du casting, on a du très très lourd, et ça me permet de dire en introduction, c'est évident que le film repose sur un acting qui est hyper bien maîtrisé. Il n'y a aucune fausse note, alors que parfois dans certains Marvel, il y a 1 ou 2 acteurs qui jouent à côté de leur pompe. Là franchement, tous les acteurs sont concernés, on sent que ça leur tient à cœur et ça donne un truc vraiment léché. Au premier rang desquels, Chadwick Boseman, qui est un acteur qui n'est pas encore hyper connu, même si on a pu déjà le voir en 2014 dans le film Get On Up, où il interprète James Brown et qu'il avait fait une prestation XXL. C'est peut-être ça qui a motivé Marvel à recruter ce mec-là. Même si j'apporte un petit bémol, c'est peut-être celui qui est le moins attachant dans le film. C'est un peu dommage, vous allez me dire, mais oui, je trouve qu'il a un peu moins de charisme que les autres. Son grand rival, son ennemi, c'est bien entendu Michael B. Jordan. J'en ai déjà parlé, je suis absolument fan de cet acteur. Je trouve qu'il est hyper fort, il apporte une vraie intensité, et c'est encore le cas ici, où il joue peut-être, j'en parlerai tout à l'heure, un des meilleurs méchants de l'univers Marvel. On a d'abord Lupita Nyong'o qui joue la bien-aimée de Black Panther et qui est juste incroyable. Elle est déjà ravissante et en plus elle a un vrai charisme, une vraie force, et elle apporte ce côté femme de poigne qui dicte aussi ses lois à Black Panther et qui ose lui dire quand il se trompe. Et puis à ses côtés, tout à fait dans le même registre, femme de poigne, alors là c'est peut-être la guerrière la plus badass du film, c'est celle qui joue Michonne dans The Walking Dead. C'est exactement le même registre. C'est la chef de la garde royale et elle est dans un rôle tout en force, tout en colère. Elle a toujours le même regard que Michonne, très dark, et bon bah ça lui va à ravir. Voilà, donc l'actrice qui interprète Michonne s'appelle Danai Gurira, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Et puis à noter, ce qui est marrant, on en a déjà parlé parce qu'on l'avait vu dans la bande-annonce, elle a les cheveux rasés, et il y a d'ailleurs une scène assez marrante où elle se dit putain mais comment on fait, elle a une perruque et elle se dit mais comment on fait avec ces trucs là. Je trouve ça assez marrant le clin d'œil, avec notamment les épisodes de Walking Dead où elle a juste une immense touffe, des immenses dreads. Le clin d'œil est assez marrant. Et puis la dernière, c'est vraiment mon coup de cœur de ce film, c'est Shuri, celle qui joue la petite sœur de Black Panther. L'actrice s'appelle Letitia Wright et c'est vraiment en train de devenir une des petites pépites d'Hollywood. Elle jouera prochainement dans le nouveau Spielberg, Ready Player One, et ici elle est juste étincelante. Elle a un humour incroyable, une présence vraiment forte, et je pense qu'on la reverra dans beaucoup de films et que ça risque d'être la star de demain. Ça fait un peu énonciation du casting, mais le casting est juste fou, il n'y a que des noms incroyables. Tous ces jeunes acteurs afro-américains sont entourés par Angela Bassett et Forest Whitaker, qui sont un peu les anciens du cinéma et les anciens d'Hollywood. Et puis, au milieu de tout ça, il y a 2 acteurs blancs, seulement 2 acteurs blancs, parce qu'on a Andy Serkis et Martin Freeman. Martin Freeman qui joue ce détective du FBI, qui prend enfin un peu d'épaisseur dans l'univers Marvel. Avant, il était un peu limité. Et Andy Serkis en méchant, juste incroyable, il est complètement ouf dans ce film. C'est d'ailleurs marrant de noter que ces deux-là se retrouvent après le Hobbit. Pour la partie analyse maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose à noter, c'est que Marvel a encore réalisé un bel objet. Aussi bien dans la musique est juste incroyable, c'est le gros plus de ce film. C'est un mélange donc de musique traditionnelle africaine, qui m'ont d'ailleurs fait penser à une autre BO du film Black Hawk Down, où il y avait beaucoup de musique traditionnelle arabe, du Moyen-Orient, etc. Et ils ont fait la même chose avec la musique traditionnelle africaine. Et tout ça est mélangé avec des musiques originales créées par Kendrick Lamar, donc ça fait un mélange de musique traditionnelle et de hip-hop très flashy, très punchy, et ça marche à merveille. Du point de vue du visuel maintenant, on était habitué, bien sûr, on s'attendait à ça au vu des images de la bande-annonce. C'est hyper beau, le Wakanda a été hyper bien travaillé, on en redemande, même on en demanderait plus, d'un point de vue naturel, et puis ce jeu entre la nature sauvage, le côté Afrique, côté tradition, et le côté nouvelle technologie, puisque je rappelle que le Wakanda est le pays le plus avancé technologiquement du monde, ça donne un décalage et une harmonie qui au final est hyper intéressante.
intéressante. Ça se retrouve notamment beaucoup dans les tenues. Il y a les tenues traditionnelles, mais aussi les tenues de Black Panther hyper technologiques en vibranium. Ça se retrouve dans les lieux, donc je l'ai dit, mais il y a par exemple le lieu incroyable dans les montagnes avec cette tribu qui s'est isolée des autres. C'est hyper beau. Tout ça est hyper bien fait. De la même manière que pas mal de scènes de combat qui sont assez vivantes, où on joue vraiment sur la texture, la matière et le côté musical ou silencieux. Ça, c'est vraiment bien bossé. Je regrette juste une chose, c'est à mon avis une utilisation un peu trop forte des images de synthèse. Il y a un côté un peu trop artificiel de temps en temps, on en abuse un peu trop et moi parfois ça m'a donné un peu la nausée. Et puis c'est un bel objet, c'est la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que pour une raison, une simple raison, c'est que Marvel pour une fois a réussi à doser l'humour. On sait que c'était le grand débat et la grande question du dernier Thor, où beaucoup de gens ont dit non mais ils sont en train de nous pondre une comédie, un truc hyper potache et Marvel est en train de perdre son esprit. Là je trouve qu'avec Black Panther ils ont vraiment bien dosé. Il y a beaucoup de punchline à droite à gauche, mais c'est beaucoup moins prononcé que dans Thor et jamais ça fait perdre le sérieux à Black Panther et à tous les sujets qui sont abordés. Deuxième chose qui fait de ce film un bon film, c'est que pour une fois, Marvel a réussi à allier la forme et le fond. Je trouve qu'il y a un vrai message derrière ce film, il y a des vrais combats qui sont mis en avant et c'est une bonne chose. Bon, bien sûr, on pourra dire qu'il y a un manque d'ambition, qu'on n'a pas réussi à pousser le truc à fond, mais il faut bien penser qu'on est dans un cadre très serré, un cadre Marvel et qu'on peut pas non plus partir dans un combat Black Panther Malcolm X à 200%. Il y a des idées, il y a des choses qui sont avancées, certains pourraient être frustrés, je peux le comprendre, mais c'est déjà beaucoup pour le Marvel Universe. D'abord, je voudrais dire qu'il y a un petit côté chevaleresque dans ce film, je trouve qu'il y a un côté un peu légende du roi Arthur, on est dans une quête du trône, il y a des combats, des guerres entre tribus, des questions d'héritage, et je trouve que c'est assez bien fait, c'est une bonne idée d'avoir mis ça en avant et de savoir qui doit être couronné, pourquoi. Ce côté chevaleresque m'a beaucoup plu. D'autant qu'en plus, je sais pas si c'est moi qui suis déformé parce que je suis un énorme fan, mais j'ai vu des petits trucs à la Seigneur des Anneaux, bon, en plus des deux acteurs, mais cette montagne où est caché tout le trésor, le vibranium, etc., ça m'a vraiment fait penser à la montagne du destin. Il y avait vraiment un parallèle avec ça et je trouvais ça assez cool. Bon, après, peut-être que c'est un fantasme de ma part et que les mecs sont à 1000 lieues de penser ça, mais j'ai trouvé le clin d'œil assez cool. Mais là où Black Panther essaye de se développer sur le fond, c'est vraiment sur le côté... Alors il y a deux aspects. Il y a d'abord le côté tiers-mondiste, puisque le Wakanda, on le rappelle, est un pays d'Afrique. Et que ça pose la question de... On est un pays caché, rappelons que le Wakanda est un pays caché. On est un pays ultra riche, ultra développé. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on applique l'adage pour vivre heureux, vivons cachés? Ou est-ce qu'on applique l'adage on a une technologie de malade, pourquoi ne pas aider nos voisins, ne pas aider au développement, ne pas contribuer à ce que nos voisins, à ce que les autres pays soient comme nous, prospères et heureux. Au passage, j'en profite pour dire que le film Black Panther, et c'est incroyable, vous irez voir, a eu une importance qu'on ne pouvait pas imaginer en Afrique, puisqu'il y a eu une avant-première presque mondiale, je crois, au Kenya, à Kisumu, qui est la ville du père de Lupita Nyong'o. Le père de Lupita Nyong'o, c'est un énorme activiste politique là-bas, et en fait, ils ont décidé de faire une avant-première africaine dans cette ville, et il y a eu des chants, des danses, la population s'est ruée en masse pour voir ce film. Ça a une importance en Afrique que un super-héros africain, pas afro-américain, les représente. D'ailleurs, dans le film, ils ont vachement assumé ça, le côté on représente la population noire mondiale. D'abord dans l'accent, c'est assumé, tous les acteurs ont l'accent, et c'est pas ridicule ou grotesque, c'est leur accent, c'est comme ça. Et puis dans les costumes, j'en ai beaucoup parlé, mais ça dépeint toutes les tribus africaines, mais aussi certaines peuplades d'autres continents qui, elles aussi, représentent la population noire de la planète. Et pour en revenir à l'actualité américaine, parce que c'est aussi de ça qu'il est question, puisque c'est un film de la planète Hollywood, c'est aussi un film sur les civil rights et dans un contexte de Black Lives Matter, sur la cause afro-américaine. Et là, l'affrontement entre Chadwick Boseman et Michael B. Jordan, c'est clairement un parallèle avec l'affrontement entre Martin Luther King et Malcolm X. Les deux ont forcément un combat à mener pour garantir certaines libertés à la communauté afro-américaine. Il y en a un qui est plus dans la diplomatie, dans essayer de faire rentrer les choses par les idées, et l'autre qui est forcément dans l'action armée, dans les côtés opération coup de poing, et qui peuvent faire des victimes et qui feront des victimes. Mais Michael B. Jordan, c'est le symbole du mec qui se dit ça fait des siècles que l'homme blanc oppresse l'homme noir, en a tué des millions. Alors je vois pas pourquoi, pour s'imposer, l'homme noir ne ferait pas exactement la même chose et massacrerait des millions d'hommes blancs pour reprendre le pouvoir. Et ça me permet de conclure, j'en ai déjà parlé, mais par le Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, c'est pour moi un des meilleurs méchants Marvel, ou en tout cas celui qui a le plus d'épaisseur depuis bien longtemps. Le personnage de Michael B. Jordan a un vrai passé, il a une vraie histoire, il a des vraies raisons de se venger, d'être méchant, d'être comme il est, et pour ça on ressent une sorte d'empathie
ce qui en fait un personnage réussi, et ce qui en fait un personnage charismatique et réussi. En tout cas, chapeau pour ce méchant qui aurait mérité même une plus grande place dans l'histoire. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il arrive un peu tard. Enfin, il passe par bribes au début, mais il prend de l'épaisseur seulement vers la deuxième partie du film. J'aurais aimé le voir dès le début. Et je terminerai par une petite déception, il en faut bien, mais là j'ai pas tout à fait compris, c'est les scènes bonus. Bon là c'est carrément du gros spoiler, si vous voulez pas regarder, vous ne regardez pas. J'ai pas compris le délire des scènes bonus, où pour moi elles étaient inutiles ou inintéressantes. La toute première, qui représente la délégation du Wakanda à l'ONU, elle est intéressante bien sûr, mais pour moi elle a sa place dans le film principal, dans l'histoire principale, comme une conclusion, où on voit que le Wakanda est enfin décidé à apparaître aux yeux du monde et va jouer un rôle dans la diplomatie mondiale et donc dans la guerre contre Thanos. Et puis la deuxième scène post-générique, alors celle-là c'est celle qu'on adore puisque vous voyez, il y a les gens qui partent, ceux qui connaissent pas, il y a ceux qui connaissent, sont tout à fait calmes, ils attendent, sauf que le générique des Marvel ça dure à peu près 3 minutes. Donc t'es au bout du rouleau, t'attends, tu vois défiler toutes les équipes d'effets spéciaux, etc. Et là on nous offre une deuxième scène post-générique qui est totalement inutile puisqu'on voit simplement Bucky Barnes qui sort de sa tente et qui est avec la sœur de Black Panther et qui lui dit ah merci de m'avoir soigné, etc. Et hop, écran noir. Déjà de Captain America j'en ai pas grand chose à foutre, mais alors de son pote auquel il manque un bras, c'est encore pire. J'aurais bien aimé un truc qui lie les deux, peut-être cette fameuse pierre qui manque. On n'a toujours pas de nouvelles de cette pierre et c'est dommage, mais en tout cas les scènes post-génériques, passez votre tour. Après tant d'éloges, j'ai donc logiquement mis la note de 8 sur 10. C'est vraiment un Marvel qui est de qualité, qui est bossé aussi bien visuellement, musicalement, mais dans le fond, dans le scénario, ça se tient vraiment bien. Ça dure 2h15 et jamais on s'ennuie. Jamais il y a de longueur, alors que parfois Marvel a tendance à accumuler les longueurs. L'humour est hyper bien dosé. Non, c'est vraiment un bon film, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et puis mine de rien, le contexte et le message qu'essaye de faire passer le film, c'est un truc qui donne envie d'aller voir des films. Et je pense que ça peut changer pas mal de choses. On voit qu'Hollywood est en train d'aller vers ça et que des gros blockbusters et des grosses machines comme Marvel s'y mettent aussi, c'est un bon signe. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, qui vous a déçu, mais en tout cas moi j'étais bien passionné par ce film. Allez sur Facebook, sur Twitter, on est très actifs sur les réseaux sociaux et puis comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!